Depuis plus de 80 ans que les Grands Prix existent, leur visage s'est transfiguré. Plus encore qu'aucun autre sport peut-être, en raison des intérêts qu'ils représentent, des coûts qu'ils engendrent et des dangers qu'ils impliquent. Mais surtout parce qu'ils sont plus indissolublement liés au progrès technique que toute autre activité sportive, ce qui entraîne des exigences d'adaptation et d'encadrement beaucoup plus contraignants. Jusque vers la fin des années 60, pourtant, l'évolution des voitures, des circuits, des règlements et des procédures s'est accomplie dans un laisser-aller bon enfant. Sous l'égide d'un pouvoir sportif débonnaire, les organisateurs de Grands Prix, tout puissants, faisaient la pluie et le beau temps. En fait, ils s'arrangeaient pour que l'importance attribuée à chaque épreuve en tant que telle occulte celle du championnat. Et ils en profitaient pour user et abuser de l'autonomie qui leur était laissée pour n'en faire qu'à leur tête. Résultat, seules les voitures progressaient, tandis que chaque organisateur, jaloux de ses prérogatives, restait maître chez lui. Les concurrents, si prestigieux qu'ils étaient, n'avaient qu'à s'en accommoder et improviser si nécessaire. À partir du début des années 70, cependant, ils perdirent de leur influence au profit des concurrents qui, professionnels de plus en plus rigoureux, poussèrent la Fédération internationale à instaurer des règles communes de plus en plus strictes. Désormais, chacun des 16 Grands Prix qui sont inscrits chaque saison au calendrier du championnat du monde de Formule 1 doit se dérouler selon une procédure absolument invariable et le pouvoir sportif veille à son respect avec une sourcilleuse sévérité. Les horaires, le déroulement des essais et de la journée de course, les contrôles techniques, les réunions d'information, les allocations de stands, les accréditations et jusqu'à l'emplacement des motorhomes dans les parcs fermés, tout est pré-réglé et se déroule systématiquement de façon identique tout le long de la saison. Plus de place pour l'improvisation donc, chaque équipe, avant son départ pour le circuit, sait ce qui l'attend. En dehors des épreuves disputées outre-mer, le voyage du matériel s'effectue à bord de magnifiques camions transporteurs équipés à cet effet, rivalisant de puissance et de prestige. La course, en fait, est commencée. Objectif, être sur place et opérationnel dès le jeudi après-midi précédant le Grand Prix, en vue des premières séances d'essai qui vont se dérouler vendredi. À bord, les Formule 1 dont les formes frêles quittent comme à regret l'abri des poids lourds. 3 en général pour une écurie de 2 pilotes, soit une voiture de secours surnommée mulet dans le jargon du sport automobile, en plus des 2 prévus pour la course. Plus quelques tonnes de pièces de rechange et d'outillage pour parer à toute éventualité. Un technicien est spécialement affecté à la gestion de ce stock qui doit être d'une rigueur sans faille car la sécurité des pilotes en dépend. Chaque organe est en effet répertorié de façon à être systématiquement remplacé avant d'avoir atteint la limite prédéterminée de sa résistance. Les pilotes, eux, arrivent souvent à bord de leur avion privé. Olivier Grouillard, qui courait chez Ligier en 89, va nous servir de guide dans les coulisses du Grand Prix. À sa suite, nous allons pénétrer dans le secret des stands et des sanctuaires aux portes hermétiquement closes pour vivre de l'intérieur le déroulement des événements. Vendredi, 9h45, les essais débutent dans un quart d'heure. Et la procédure sera la même samedi. Une trentaine de pilotes vont tenter de s'attribuer l'une des 26 places de la grille de départ, les 26 mieux placés du championnat à chaque demi-saison, plus, s'il y a lieu, 4 issus d'une session de préqualification disputée 2 heures plus tôt. On commence par une séance d'entraînement libre. Il faut donc en 2 fois 1h30 arriver à déterminer et des réglages de qualification pour avoir la meilleure place sur la grille de départ et des réglages de course pour que votre voiture soit le mieux adaptée pendant la course, avec les courses et avec le maximum d'essence dans la voiture. Les séances matinales ne comptent pas pour l'attribution des places sur la grille de départ. Il s'agit avant tout de faire de la mise au point. On ne vous demande pas d'être au maximum de la voiture et il est préférable de bien se concentrer sur les réactions et sur le comportement de votre voiture pour bien arriver et à l'analyser et à donner le maximum d'informations
à l'ingénieur et à l'équipe pour modifier la voiture et la rendre plus performante. Il y a un truc qui ne va pas, Richard. Il faut qu'on se dépêche à trouver ce que c'est ou alors on saute sur la voiture. Le seul truc qu'on peut y avoir, c'est les pressions qui sont 10 fois trop hautes par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. Le temps n'est pas le même, etc. De notre information, quand je freine, je suis en survirage, c'est-à-dire je pars comme si hop, de suite à décrocher de l'arrière. Ça me donne l'impression qu'on a beaucoup déroulé sur l'avant, parce que tu regardes, les 100, 180, 160. Je refais 2 tours, mais avec beaucoup moins de pression. Un 250 et un 150 à l'arrière, pour voir si ça vient de là. L'entente, la complicité même, qui s'instaure entre le pilote et l'ingénieur responsable de la mise au point de sa machine, représente l'un des facteurs de succès les plus importants en sport automobile. Au pilote, la charge de décrire fidèlement le comportement et les réactions de sa voiture au changement de réglage, au technicien d'analyser les renseignements qu'il recueille afin d'éliminer les défauts et d'approcher le rendement optimal. À cet effet, on passe en revue tout un éventail de solutions et d'éléments divers en profitant du fait que les Formule 1 sont expressément conçus pour permettre les changements de leurs principaux organes dans les délais les plus brefs. C'est essentiel car les réglages peuvent changer du tout au tout en fonction du tracé de chaque circuit. Un travail systématique et ingrat, mais dont les résultats conditionnent tant la place sur la grille de départ que le classement en course. Côté moteur, les paramètres sont très nombreux et l'électronique a remplacé le pilote pour communiquer avec les techniciens qui disposent sur chaque circuit d'un matériel informatique et de télémétrie assez puissant pour être en mesure de surveiller, analyser et si besoin est modifier le fonctionnement de ces mécaniques hyper sophistiquées. Tandis que les voitures tournent, les microprocesseurs qu'elles transportent enregistrent et informent les ordinateurs des stands où les motoristes peuvent suivre en temps réel, tour après tour, tout ce qui se passe dans les entrailles de la machine. Puis, dès que la séance d'entraînement du matin sera achevée, les responsables techniques et les pilotes vont se réunir dans le secret de leur motorhome. Le but du briefing, bien entendu, c'est de faire une synthèse de la séance d'essai qui vient de se dérouler. Il faut avoir une démarche très rationnelle. La première des choses à faire, c'est par exemple les gros problèmes. Si vous avez un problème moteur, est-ce qu'il faut le changer, est-ce qu'il ne faut pas le changer? Si vous avez un problème de frein, si vous avez un problème d'embrayage par exemple, s'il y a des grosses modifications à faire sur la voiture, il faut le dire très vite, faire un choix très rapidement pour que les mécaniciens puissent changer telle ou telle pièce sur la voiture. Après, c'est un dialogue avec l'ingénieur pour savoir le choix de pneus que l'on va faire pour les qualifications ou pour la course. Et là aussi, il faut aller assez vite aussi parce que vous n'avez plus le droit de changer 30 minutes avant la séance de qualification. Pendant ce temps, entre 11h30 et 13h, une agitation fébrile s'instaure autour des installations des fournisseurs de pneus. Les monteurs se mettent en devoir de démonter les roues avec lesquelles les 30 voitures en lice ont roulé le matin. Ils vont les équiper de pneus spécialement destinés à la séance de qualification. The problem here is speed. We're not going for distance. If we wanted to go for distance, we wouldn't go as fast, we could go much longer. So speed is the whole criteria for qualifying. And the faster you make it, the less long it's going to go. Ces produits, hyper pointus, ont une durée de vie extrêmement brève. Rarement plus d'un tour de circuit, soit en moyenne 4 à 5 km avant que la gomme n'entre en fusion. Basically, the construction is the same as a racing tire, but the compound is much, much softer. It's intended to get hot very fast, grip very good, and not necessary to last very long. All you want is heat and grip for a very short period of time. Chaque pilote n'a droit qu'à 8 pneus par séance de qualification et pour s'assurer que l'allocation autorisée n'est pas dépassée, les commissaires identifient au pochoir les enveloppes choisies par les concurrents. Cette limitation assure l'équité dans ce domaine entre les équipes en empêchant l'escalade budgétaire et soulage les fournisseurs déjà obligés de gérer un stock de quelques 3000 pneus à chaque Grand Prix. Sitôt montés sur les jantes, les pneus de qualification sont placés dans des armoires chauffantes, puis
Une fois montés sur les voitures, emmaillotés dans des couvertures électriques pour les empêcher de refroidir avant que le pilote ne prenne la piste. 13 heures. En dehors du départ, voici venu le moment le plus intense du week-end. Dans l'heure qui vient, chaque pilote équipé de pneus tendres va donc avoir 2 chances, et pas plus, de réaliser le chrono qui représente le maximum de ses possibilités et de celles de sa machine. Pour garantir une régularité incontestable dans ce domaine, c'est le même système de chronométrage qui est mis en place et qui opère sur tous les circuits de Grand Prix. Aujourd'hui, le chronométrage est entièrement électronique. Nous avons 3 systèmes différents. Le premier système, c'est l'identification par un émetteur qui est monté sur une voiture et au moment où la voiture passe la ligne d'arrivée, il y a un signal qui est donné directement dans la cabine de chronométrage. Au même endroit, il y a encore une photocellule qui prend par la coupure de la lumière. Ça donne aussi un signal dans la cabine. Ça, c'est le deuxième système. Il y a un troisième système. Ça, c'est le système vidéo. Nous avons créé une caméra qui filme le point de l'arrivée avec 100 images par seconde. Et on a donné à chaque image une impulsion de temps. C'est-à-dire, nous pouvons, avec ça, prouver un temps. La violence de l'exercice n'a d'égal que sa brièveté et sa sanction sans appel. Un seul droit à l'erreur. Et il faut tout donner. Les temps des adversaires s'inscrivent au fur et à mesure qu'ils se réalisent sur les écrans des moniteurs reliés au centre de chronométrage. Le maître incontesté dans ce domaine, c'est Ayrton Senna, le recordman absolu des pole positions. Nul autre que lui n'est parvenu à allier une concentration aussi intense à une détermination aussi absolue, une telle lucidité à une telle prise de risque. En qualification, Senna, plus qu'un phénomène, c'est un démon. Quand il est en piste, tous ses rivaux retiennent leur souffle et guettent anxieusement son passage. Il est l'étalon en fonction duquel la performance de chacun va être jugée. Tous les yeux sont fixés sur lui. Après un tour de lancement accompli à vitesse modérée pour ménager les fragiles gommes de qualification, Ayrton éperonne sa monture et bouscule ses limites avec une audace et un art qui n'appartiennent qu'à lui. Encore une pole position. Senna a une fois de plus gagné sa bataille contre la montre. Comme tout un chacun, pourtant, il est soumis au même contrôle. Ici, il s'agit de s'assurer que sa voiture était conforme au poids minimal imposé par le règlement. Faute de quoi, son chrono aurait été annulé. Mais Magic, le magicien comme il a été surnommé, n'a pas besoin de tricher pour s'affirmer le plus rapide. Et les journalistes qui souhaiteraient avoir quelque chose d'inattendu à relater en seront pour leurs frais. Depuis le début des années 80, la Formule 1 est devenue l'événement sportif le plus médiatisé après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Samedi soir, la bataille a été rude, elle a laissé des traces. Ni les carrosseries, blessées dans l'escalade des bordures, ni les mécaniques, poussés à leur paroxysme, n'en sont sortis indemnes. 4 pilotes sont restés sur le carreau, les 4 moins rapides ne prendront pas le départ. Les moteurs et les boîtes de vitesse des 26 qualifiés sont démontés et le plus souvent changés en vue de la course. Une longue veillée commence pour les mécaniciens de Formule 1, corps d'élite et armée de l'ombre, pour contrôler de façon systématique tous les organes sujets à usure de leur monoplace. Le jour de gloire est arrivé. Les spectateurs avisés affluent de bonne heure sur le circuit dimanche matin afin de ne pas manquer la séance d'échauffement d'une demi-heure qui, si elle n'aura aucune influence sur l'ordonnancement de la grille de départ désormais figée, va permettre aux pilotes d'essayer une dernière fois leur voiture, mais cette fois réglée pour la course et non plus pour faire un chrono sur un tour. Car ce n'est plus pareil. La notion d'endurance entre en jeu. Au lieu d'être presque vide, le réservoir d'environ 200 litres est rempli à ras-bord, les roues sont équipées de pneus à gomme plus dure, les réglages des moteurs prennent en compte la consommation
et plus seulement la puissance, les dispositifs aérodynamiques privilégient moins l'appui, qui favorise l'adhérence au freinage et en virage, et plus la vitesse, qui facilite le doublage. Bref, c'est la répétition générale dans des conditions aussi proches que possible de la course. Une demi-heure, c'est court. Et pourtant, cela suffit à établir une hiérarchie que les experts considèrent comme beaucoup plus représentative des forces qui vont s'affronter en course que les chronos établis en qualification. En effet, les plus brillants sprinters ne sont pas forcément les meilleurs stratèges. C'est maintenant l'heure du briefing des pilotes avec les représentants de la Fédération internationale. Ambiance studieuse. No more than 3 seconds. If it's not already declared a wet race, the race will be stopped when it starts to rain and the sign rain will be shown together with the red flag. Après les conseils du directeur de course, les instructions du président de la fédération lui-même, discipline, discipline, pas d'accrochage, soyez fair-play. Dûment tancée, la petite classe, constituée par l'élite mondiale du pilotage en circuit, va maintenant s'égayer et chacun va s'isoler pour chercher et trouver la concentration à sa manière au cours des 2 heures précédant le départ. L'épreuve physique aussi va être pénible. Beaucoup, comme Nelson Piquet, triple champion du monde et doyen du peloton au début des années 90, font appel au massage pour se préparer. La première contrainte, c'est la variation brusque de vitesse. La variation brusque de vitesse, elle se produit dans les virages pris à prise rapide. Il y a aussi les décélérations et les accélérations qui sont des variations brusques de vitesse et qui soumettent le corps à des contraintes énormes. Donc il faut que le muscle du cou en particulier réagisse. Et puis vous savez, tourner un volant de Formule 1, c'est pas les leviers de vitesse, c'est pas des boîtes automatiques, du moins pas tout le monde malheureusement. Et ça demande des bras, beaucoup d'efforts. Oui. En plus de l'effort musculaire, il y a l'effort cérébral. Le cerveau est un organe qui lui-même est un très grand consommateur d'oxygène et de sucre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et la tension soutenue pendant 1h30 est grande consommatrice d'énergie. Balédier est aussi un spécialiste de la diététique sportive. Petit à petit, on s'est aperçu que bien se nourrir, c'était important. Et dans tous les sports de haut niveau, maintenant, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Et c'est tout à fait naturel, on est fait de ce qu'on mange. Hein. Alors, les jours de course, il faut amener les substances nécessaires. Donc, c'est classique, c'est-à-dire ce sont les sucres lents, ça va être à base de pâtes et de fruits, de salade de fruits, quoi. Princièrement traités par les sponsors, les journalistes, comme les VIP, sont plutôt des adeptes de la gastronomie et font bonne chère pour tromper leur impatience. Les spectateurs, eux, se contentent de dévorer les voitures des yeux alors que l'on procède aux ultimes préparatifs. Le temps suspend son vol, mais le Grand Prix est une fête. La tension monte. 13h50, retour au stand. La procédure de départ va commencer dans 10 minutes. Les tours de chauffe. Dernière occasion d'effectuer un essai, de vérifier une chose dont on n'était pas absolument sûr. La concentration monte encore d'un cran. La chaleur sera accablante, comme au Brésil par exemple, pour les hommes comme pour les machines. On isole le réservoir de carburant. On répand de la glace devant les radiateurs. Grâce à cette cagoule comportant un réseau de circulation d'eau, Patrese va garder la tête froide. Un thermos pour lutter contre la déshydratation.
le pilote va perdre entre 3 et 4 kilos pendant la course. Une sangle pour aider le pilote à garder la tête droite dans les virages où il subit une force centrifuge supérieure à 4 G. À partir de cet instant, le pilote est seul et le compte à rebours commence. Le peloton va effectuer un tour de formation qui va le ramener sur la grille de départ. On en profite pour faire monter la température des pneus. Le tumulte assourdissant des moteurs des 26% n'atteint plus les pilotes. Complètement isolés du monde extérieur, ils n'entendent plus rien, ne voient plus personne. Leur concentration est maintenant à son comble, de même que l'appréhension qui noue les gorges et étreint les poitrines. Voici venu l'instant de vérité. Les premiers tours sont les plus dangereux. Les roues se frôlent, on défend sa position ou on tente de gagner des places. La voiture, lestée de 200 litres de carburant, est plus difficile à contrôler. Premiers incidents de course, les uns pourront regagner leur stand, les autres pas. L'accident s'est déclenché si vite qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir peur. Au stand, en revanche, l'attente engendre l'angoisse. Il aurait dû passer maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, le voilà. Non, ce n'est pas lui. Espoir, déception se succèdent et l'on ressent un sentiment d'impuissance, sinon d'inutilité, puisque maintenant, tout se passe sur la piste. Au temps des turbos, dans les années 80, c'était différent. Le règlement n'interdisait pas les ravitaillements pendant le Grand Prix, et les équipiers étaient alors investis d'une responsabilité d'autant plus considérable que la manœuvre était dangereuse. S'ils cafouillaient, c'était non seulement le sort de la course qui était en jeu, mais celui du pilote exposé au risque terrible du feu. Depuis, les arrêts programmés ne concernent plus que les changements de roue. Exercice moins périlleux, mais qui donne aussi lieu à une course dans la course entre les grandes équipes. À l'aide de pistolets pneumatiques, grâce à un entraînement intensif et à une minutieuse organisation, les meilleurs arrivent à accomplir la manœuvre en moins de 6 secondes. Les Grands Prix se disputent sur une distance proche de 300 km et ils durent, selon le tracé du circuit, plus ou moins 1 heure et demie, ce qui représente un effort mental inouï pour les pilotes. Aucun autre sport de risque et de vitesse, en effet, n'exige une aussi longue période de concentration absolue. Quant aux contraintes physiques, elles se sont beaucoup aggravées depuis que les progrès en matière de pneus et d'aérodynamique ont engendré des accélérations qui peuvent atteindre 5 G et sont très éprouvantes. Désormais, les pilotes doivent aussi être de véritables athlètes. 16 fois par an, le drapeau à damier, symbole d'une tradition centenaire, salue l'arrivée des héros du jour. Et ceux qui ont terminé aux places d'honneur sont presque aussi heureux que les vainqueurs. Gagner un Grand Prix est un bonheur aussi grand que rare, car réservé à une toute petite élite. De 1950 à 1990, soit en 40 ans de championnat du monde et près de 500 Grands Prix, seuls 68 pilotes ont goûté à l'ivresse de la victoire. Pendant ce temps, à l'envers du décor, le grand chapiteau de la Formule 1 déménage. Sans perdre une minute, gagnants et perdants remballent leurs bijoux de mécanique dans leurs écrins. De mai à octobre, les Grands Prix se succèdent pratiquement tous les 15 jours, sans compter les séances d'essais privés, et il faut impérativement réduire au minimum les temps de transport au profit de la maintenance. Ce calendrier dément a d'ailleurs provoqué une augmentation considérable des effectifs des écuries, dont les principales comptent entre 100 et 200 personnes. Commence alors une autre course,
à celui qui rentrera le premier en Angleterre, en Italie ou en France, les trois patries de la Formule 1.